France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous, à ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est parti pour votre grand forum jusqu'à 18h avec tout à l'heure Ali Gérard qui sera notre invité pour nous parler de cette excellente initiative, de cette école qu'il a ainsi ouvert donc du côté de Sevran, l'école du numérique, pour permettre à des jeunes en difficulté scolaire de pouvoir repartir avec un niveau scolaire niveau bac plus 2 avec une petite formation pour qu'ils puissent devenir développeurs. Donc voilà, il y a des bonnes initiatives, on tenait à les saluer. Il sera notre invité tout à l'heure dans le grand forum sur France Maghreb 2. Juste avant, il y a le sommet de Bahreïn aujourd'hui à l'initiative des Américains qui veulent injecter dans un plan économique plus de 50 milliards je crois de dollars pour la Palestine. La Palestine a boycotté ce rendez-vous. Du coup la Cisjordanie et Gaza sont en grève aujourd'hui, justement du côté de Gaza. On va essayer de rejoindre notre ami Ziad Medouk qui s'y trouve. Bonjour Ziad. Bonjour Christophe, bonjour à tous les éditeurs de France Maghreb 2. Alors Ziad, que se passe-t-il effectivement depuis ce matin? La bande de Gaza est-elle bel et bien en grève? Bien sûr, donc pas seulement la bande de Gaza, mais tous les territoires palestiniens sont bouclés. Il y a une grève générale. Demain, il y a une journée de mobilisation. Donc 3 jours de mobilisation jusqu'à 22 dire non au plan américain, pour dire non à la normalisation entre quelques pays arabes et l'État d'Israël, et pour dire non à ce volet économique de l'accord de ciel de Trump qui a un seul objectif, la liquidation de la cause palestinienne. Les Palestiniens aujourd'hui, donc, sont nombreux à Gaza, à Jérusalem, dans le territoire de 48, en Cisjordanie, pour dire non à ce plan américain, pour non à cet accord de ciel, pour dire non à l'injustice, pour confirmer que les revendications palestiniennes, la création d'un État palestinien et l'application de toutes les espérances des Palestiniens, c'est le seul choix pour arriver à une paix juste et durable dans la région, et pas de négliger les revendications des Palestiniens, et pas de normalisation avec les Israéliens, et pas de verser l'argent comme il voulait être donc la réunion et le sommet et la conférence de Bahreïn qui était malheureusement donc qu'on a eu la participation de ces pays arabes. Heureusement que beaucoup de pays arabo-musulmans ils ont boycotté, et heureusement que les Palestiniens, malgré leurs décisions, ils ont boycotté cette conférence, et aujourd'hui ils sont en grève générale. Et demain et jusqu'à vendredi sur les frontières de Gaza, il y a des journées de mobilisation. Cet après-midi il y aura une manifestation de masse à 18h dans la bande de Gaza. Donc ça montre un peu que les Palestiniens sont conscients, les Palestiniens sont unifiés derrière leur direction pour dire non à ce plan américain, pour dire non à la justice, et pour demander au monde entier d'être solidaire avec leurs revendications légitimes. Je suis allé la semaine dernière interroger l'ambassadeur de Palestine en France qui effectivement rejetait de toutes ses forces ce plan américain, ce sommet de Bahreïn. Il y a quand même quelques pays arabes qui y participent, Ziad Medouk, et ça pose quand même un certain problème, non? Écoutez, je pense que la participation de ces pays arabes qui représentent seulement les dirigeants, il ne faut pas oublier que dans beaucoup de pays arabes, notamment par exemple même à Bahreïn, il y a l'opposition qui a organisé des manifestations hier, aujourd'hui. Il y a le Maroc, la société civile au Maroc qui est sortie par milliers de personnes pour dire non à ce sommet de Bahreïn et dire non à la participation officielle du Maroc à ce sommet. Donc ça montre un peu qu'il y a d'une part un refus arabe, mais c'est vrai, il y a une pression américaine contre ces dirigeants, contre on peut qualifier les pays arabes par 3 catégories. Première catégorie, les pays de Golfe qui sont obligés à participer parce que les États-Unis d'Amérique, parce que la direction Trump a demandé de ces pays de verser l'argent. Donc c'est pas l'argent américain ou européen, c'est l'argent arabe qui va être versé pour, ni moins, entre parenthèses, apporter la paix en Palestine, au Proche-Orient. Donc 50 milliards de dollars sont les pays de Golfe qui vont payer. Deuxième aspect, donc il y a des pays qui ont eu la pression comme le Maroc et la Jordanie et l'Égypte, parce que ils sont obligés à suivre le plan américain, parce que malheureusement ces pays ont déjà des relations avec l'État d'Hébreu. Le troisième type de pays, ça veut dire des pays qui sont obligés à participer parce que il y a les réfugiés palestiniens,
qui sont dans leur pays, comme par exemple la Jordanie. Et donc, ça montre un peu que ces dirigeants arabes, malheureusement, ils ont la pression des États-Unis, de la direction Trump pour les obliger à participer, pas seulement pour verser l'argent, mais l'objectif c'est mettre la pression contre les Palestiniens, et c'est ça l'objectif, c'est mettre la pression contre les Palestiniens afin qu'ils acceptent le plan de paix, et je pense que c'est ça l'objectif américain, c'est demander à ces pays. Je pense que les pays arabes, ils ont commencé, donc dimanche, avant-hier, il y avait une réunion des ministres des finances des pays arabes. Et malheureusement, ils ne voulaient pas donc soutenir le budget de l'autorité palestinienne. Il ne faut pas oublier que l'autorité palestinienne, il souffre d'un manque de 60 millions de dollars dans son budget à cause de refus israéliens, donc de payer donc les impôts pour l'autorité palestinienne. Et les fonctionnaires palestiniens à Gaza, comme mentionné l'année, ils touchent seulement 30% de leur salaire. Je pense parmi les objectifs de plan de Trump, c'est pas seulement soutenir Israël, mais surtout mettre la pression sur les Palestiniens afin d'accepter ce plan. Et parmi les moyens pour mettre la pression, à savoir donc la pression financière. Maintenant, les Palestiniens à Gaza en Jordanie souffrent d'une crise financière. L'autorité palestinienne souffre de cette crise financière. Et les pays arabes, au nord des Américains, ils sont en train de mettre la pression afin que les Palestiniens puissent accepter ce plan. Or, les Palestiniens, avec cette grève générale aujourd'hui dans le territoire palestinien, avec cette mobilisation internationale, avec cette mobilisation nationale et la solidarité internationale, ils sont confiants qu'ils vont pas bouger, ils vont rester attachés à leur terre et ils vont pas accepter n'importe quel plan de paix. Et je pense que la réunion et la conférence de Bahreïn va échouer, comme ils ont beaucoup échoué pour les plans américains de Rogers, de Kissinger et de Emily Habib en 82. Donc ça montre un peu que les Palestiniens, si n'importe quel plan, soit régional, soit international, qui néglige les revendications des Palestiniens, ne va pas aboutir. Et je pense la réunion de Bahreïn, elle est née morte. Et c'est ça, comment on peut qualifier cette réunion, elle est née morte, parce que c'est une réunion qui néglige les Palestiniens et qui ne prend pas en considération les revendications légitimes, les espérances d'un peuple palestinien en quête de sa liberté. Merci Ziad en tout cas pour nous avoir un petit peu donné l'ambiance du côté de la bande de Gaza et par là même aussi de la Cisjordanie. Précisons d'ailleurs à juste titre qu'on parlait des dirigeants arabes, mais il ne faut pas se tromper, le peuple en tout cas manifeste aux côtés du peuple palestinien, notamment au Maroc où à Rabat il y avait pratiquement 100 000 personnes dans les rues de Rabat dimanche dernier. En Algérie c'est très récurrent que évidemment on soutient la cause palestinienne. Donc le peuple, les peuples arabes ne vous oublient pas Ziad. Je sais bien, donc amitié à toutes les populations arabes et à tous les solidaires de bonne volonté en France et partout dans le monde arabe et dans le monde entier. Parce que la cause palestinienne, c'est une cause de justice avant tout. Merci Ziad en tout cas et à très très vite. On refera le point demain, après-demain s'il le faut. Merci beaucoup Ziad. Amitié à tous les auditeurs de France Maghreb. Merci. Merci Ziad. Voilà, du côté de la bande de Gaza pour bien sûr se tenir au courant de ce qui se passe avec cette grève donc dans tous les territoires palestiniens aujourd'hui. Vous l'avez entendu, compris. La liaison était pas de très très bonne qualité, mais nous avons réussi en tout cas à comprendre et bien avoir cette information importante donc de la grève générale donc dans tous les territoires palestiniens dans la bande de Gaza suite à cette réunion de Bahreïn qui a lieu aujourd'hui. Vous l'avez compris, une réunion qui est morte avant d'avoir abouti. 01 40 33 9000 pour répondre à cette question du jour. Un supporter algérien a été expulsé d'Égypte où il assistait à la CAN pour avoir brandi une pancarte d'un slogan de la révolution algérienne du 22 février. Trouvez-vous cette décision légitime? Eh bien, on en parle avec vous, si vous le voulez bien, au 01 40 33 9000. Apparemment, l'ordre a été donné, en tout cas, pour que toute personne, tout supporter algérien qui brandisse des pancartes de la révolution algérienne, des manifestations, eh bien, ait quelques ennuis. C'était le cas donc de ce supporter qui s'est vu expulsé d'Égypte. Est-ce que vous la trouvez légitime? Vous êtes en grosse majorité sur Facebook, France Maghreb 2 à répondre non, évidemment. 24% disent oui. Sur Twitter, vous votez aussi sur le grand forum FM2 et vous nous appelez au 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis qui, pour le coup, m'intéresse comme d'habitude. Allô, bonjour, qui est avec moi?
Bonsoir mon cher Christophe. Bonsoir Karim, bienvenue à vous. Comment tu vas mon ami? Eh ben il va bien Karim. Ça va chaudement. Eh dis-moi Christophe, bon tu me connais, tu sais que je suis algérien. Oui. Et je voudrais remercier moi, parce que j'entends souvent des gens sur cette antenne et sur d'autres, surtout les Algériens, critiquer beaucoup le Maroc, en disant que leur roi c'est ceci, que c'est un peuple. Ben moi je voudrais remercier le peuple marocain pour les manifestations qu'il y a eu à Rabat, et je constate moi, parce que j'ai un certain âge, j'ai 60 ans, donc j'ai toujours vu et entendu le peuple marocain soutenir beaucoup plus la Palestine que les Algériens. Je me souviens pendant la guerre du Golfe, la deuxième guerre du Golfe 2003, il y avait des manifs tous les jours au Maroc. Tous les jours. Les gens se faisaient arrêter par dizaines, voire par centaines et manifester. Ce n'était pas le cas en Algérie. En fait, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe du Maroc, parce que vous avez là un pouvoir, enfin le roi, qui est allié, qui est allié. Quand il vous arrête, vous disparaissez là-bas. Non, mais qui est allié surtout aux Américains et à tous ces pays du Golfe. Et le peuple, alors contrairement, tout à fait le contraire. Et bon, en Algérie aussi, ça manifeste beaucoup. Je veux dire, la Palestine, c'est une cause très importante en Algérie. Oui, on le voit dans les manifestations. Karim, quand même. Non, écoute, moi je suis algérien, je peux parler. Moi je connais les Algériens. L'Algérien ne rêve que de visa, de carte de séjour, de regroupement familial. Ça c'était avant, Karim. D'ailleurs, quand tu vois bien, quand tu fais une émission juridique sur ton antenne, ils appellent pourquoi? Toujours la même chose, ils ne pensent qu'à ça. Ils ne vivent que pour ça, à croire qu'ils ne sont nés que pour ça. Non, mais ça c'était avant, Karim. Maintenant, aujourd'hui. Non, bon, ça va pas changer. Bon, mon pauvre ami, moi je les connais, les Algériens. Je vais 4 fois en Algérie par an. Je sais de quoi ils me parlent à chaque fois que j'arrive là-bas, les 3 quarts. Non, mais bon, pour en revenir au peuple marocain, moi je voudrais que les Algériens rabaissent un peu leur caquet et arrêtent de critiquer les Marocains constamment, que c'est un peuple qui vit accroupi, qui vit à plat ventre, qui vit ceci. Ils adorent leur roi et alors ils ont le droit d'aimer leur roi. Mais en tout cas, moi, ce que je constate, c'est qu'ils ont beaucoup plus de dignité que les Algériens qui n'ont que de la gueule. Bon, ce n'est là que tes propos, mon cher ami Karim. Non, mais je te dis vraiment, puis la CAN, moi, franchement, ça me gonfle. Alors, mais il y a un truc bien, par contre, au niveau de la CAN, c'est que les supporters marocains, supportent les Algériens, et vice versa. Les Algériens supportent les Marocains. Ça fait plaisir à voir, en tout cas, cette unité qui s'opère, en tout cas pour le milieu du foot et pour la Coupe d'Afrique des Nations. Espérons que ça se poursuive après, quoi. Espérons, mais bon, espérons surtout qu'en Algérie, il va se passer des choses qui fait que les gens vont arrêter de penser visa, carte de séjour, regroupement familial. Bon, dis-moi, Karim. Enfin dans leur pays, parce que cette hémorragie, elle a fait de l'Algérie, elle fera de l'Algérie un pays du tiers-monde. Moi, écoute, j'ai ma sœur, elle habite à Babelade, il faut qu'elle aille à Bouira, à 95 km pour voir un ORL. Ça te donne une idée? Ouais. Karim, dis-moi. Non, mais est-ce que je peux te dire 2 mots vite fait? 30 secondes. Oui. Moi, je vais te raconter une anecdote qui m'a vraiment beaucoup marqué et qui illustre ce qu'est le peuple algérien. Dans les années 90, il y avait un débat entre un médecin algérien et Le Pen. Ça m'a marqué, je te jure, pour le restant de mes jours. Hein. Et Le Pen, il a dit au médecin algérien qui venait se plaindre comme quoi il était victime de je sais pas quoi, que ses diplômes n'étaient pas reconnus, je sais pas quoi, enfin bref, toujours la même chanson. Et Le Pen, qu'est-ce qu'il lui a répondu d'après toi? Il lui a dit, mais attendez monsieur, vous passez votre temps à nous dire qu'il y a eu 2 millions de morts, mais pourquoi vous n'allez pas soigner les enfants des 2 millions de morts? Nous, les Français, on a nos médecins. Pourquoi vous venez soigner les enfants des colons qui, soi-disant, vous auraient martyrisé? Rentrez chez... Le patriotisme, il lui a dit Le Pen, consiste à d'abord soigner ses parents, ensuite ses enfants, sa femme, et enfin, s'il reste du temps, soigner le voisin. Il lui a dit non, vous commencez par le voisin. Donc pour moi, vous n'êtes pas un patriote, et l'Algérie mérite mieux que ça. Eh ben, je remercie Le Pen d'avoir remis ce type à sa place. Bon. Voilà, mon brave Karim, je peux avoir ton avis quand même sur la question du jour, qui est la suivante. Donc ce supporter algérien qui a été expulsé d'Égypte pour avoir brandi ce fameuse pancarte, de slogan qui émane des révoltes, des manifestations algériennes du 22 février. Est-ce que tu trouves ça légitime? Moi, je trouve que s'il avait envie de faire le ZOV, il avait qu'à faire le ZOV dans son pays. Et que l'Égypte, elle a ses problèmes, il n'a pas besoin d'aller parler de la révolution algérienne en Égypte, qui s'occupe de Gaïd Salah, qui s'occupe de sa propre démocratie, qui s'occupe de ses parents et de ses enfants, et quand il lui restera du temps, il ira faire l'imbécile en Égypte. Voilà ce que je dis. Bon, Karim, d'accord, avis tranché, tranchant. Salut mon Karim. Salut. À bientôt, 01 40 33 9000, ce n'est là que les propos de notre ami Karim qui n'engagent que lui, bien entendu. 01 40 33 9000 pour nous appeler et pour nous donner votre avis sur cette expulsion de ce support
supporter algérien qui a brandi cette pancarte reprenant l'un des slogans de la révolution algérienne du 22 février. Il a été expulsé. Est-ce que vous trouvez cela légitime? Vous nous appelez au 01 40 33 9000. Vous votez aussi sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le Grand Forum FM2. On en parle ensemble avec vous tranquillement. Je vous rappelle également, demain en totale exclusivité, votre radio France Maghreb 2 reçoit monsieur l'excellence l'ambassadeur de Palestine en France dans un entretien assez long que vous pourrez écouter demain. On va parler de tous les sujets demain, vous le verrez, avec Gamal Abina pour m'accompagner, et vous le verrez, il est très très dur envers notamment les frères musulmans. Alors pourquoi, il s'en expliquera demain. Rendez-vous donc à 16h pour le LGF spécial. Notre invité reçoit monsieur l'ambassadeur, donc demain, l'ambassadeur de Palestine en France. Allô, bonjour, qui est avec moi? Allô? Oui, bonjour madame, quel est votre prénom? Najet. Bonjour chère Najet, vous nous appelez d'où Najet? De Paris. De Paris, je vous écoute Najet. Juste une question, le monsieur qui est intervenu, il réside où? Il réside à Paris, je crois, en région parisienne. Très bien, superbe. Oui. Alors il commence par lui-même. Qu'est-ce qu'il fait en France? Je sais pas, après, bon. Alors ma chère Najet, dites-moi, pour ce supporter algérien qui a été expulsé, est-ce que vous trouvez ça légitime? Je ne pourrais pas répondre là. J'aurais du mal à vous répondre, monsieur Christophe. Dans le cas où la loi interdit, elle interdit, on respecte, on ne respecte pas. Après, on résiste, on ne résiste pas. On vous expulse, on ne vous expulse pas. Après, je pense que chacun assume son acte. Ouais. Dans le cas où lui, il estime que le stade est un lieu pour une expression, etc., pourquoi pas? Après, on assume. Vous voyez, c'est comme tout. Là, il y a des gens qui sont arrêtés pour le drapeau aussi à Alger. Exact, il y a 19 personnes qui ont été mis en prison. On résiste, on lutte, et puis on a face à soi des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, etc. Ouais. Et puis, je pourrais pas vous dire il a raison ou pas. Je pourrais pas. Bon, très bien. Merci en tout cas Najet de votre appel, et à très bientôt. Et n'hésitez pas, l'antenne vous est ouverte, ma chère Najet. À bientôt. Moi aussi. À bientôt, au revoir. 01 40 33 9000 pour répondre à cette question. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que vous trouvez ça légitime d'expulser un supporter qui a brandi cette pancarte dans le stade en Égypte? Le slogan reprenant donc des manifestations en Algérie du 22 février. 01 40 33 9000. Allô, bonjour, qui est avec moi? Oui, bonjour Christophe, c'est Mohamed. Bonjour Mohamed de Lyon, comment ça va Mohamed? Il paraît que ça chauffe dur aussi à Lyon, hein? Ah, laisse tomber, c'est insupportable, je te jure, Ah ouais, non mais... Lyon, tu sais, Lyon, généralement la canicule, c'est clairement Lyon. Là où ça tape fort, c'est vraiment, ces deux villes-là. Ouais. Donc faut pas trop sortir, faut s'hydrater, puis rester au calme, et puis voilà, quoi. 37 degrés demain attendus à Paris. Messieurs, dames. Et ça va monter encore davantage jeudi et vendredi, donc on n'est pas au bout de nos peines. Si vous entendez qu'à la fin de l'émission je suis plus là, c'est que j'ai fondu, tout simplement. Donc, voilà, c'est ça. Tout va fondre, tout, le cerveau, tout. Voilà. Bon, Mohamed, je vous écoute. Bon, Christophe, j'aimerais réagir vite fait en deux mots par rapport à la Palestine, Algérie, au Maroc, etc. Répondre à Karim, qui d'habitude, je le trouve très très objectif. Habituellement, franchement, j'aime beaucoup ses interventions. Donc là, les Algériens, même en ce moment, certains Algériens se font arrêter aussi pour le port du drapeau de la Palestine. Et puis, l'Algérie, comme tu le sais toi, tu le relates tout le temps, elle a toujours soutenu la Palestine, etc., etc. J'ai pas besoin de rappeler l'histoire. Et puis évidemment, je finirai par ça, c'est toujours simple pour nous, Français, d'origine maghrébine, habitant en France, d'aller critiquer ce qui se passe sur place là-bas, parce que je vous garantis que la vie là-bas, ici, ça n'a rien à voir. Donc Karim, si tu veux, traiter les Algériens de peuple indignes, etc., va là-bas, fais autant que les personnes qui sont arrêtées en ce moment. Là, je te parle en ce moment parce que les étudiants, pas plus tard que tout à l'heure, il y en a un qui s'est fait arrêter pour le port de la Palestine. Karim, va là-bas. Il s'est fait arrêter pourquoi, Mohamed? Mohamed, il s'est fait arrêter pourquoi, l'étudiant? Il y a un étudiant qui s'est fait arrêter pour le port du drapeau de la Palestine tout à l'heure, là. Ah oui, mais non, là, faut arrêter, là. Non, mais ça va loin. Donc, tu vois, c'est toujours simple. Nous, je le dis, pour aller critiquer les gens là-bas, ils font pas assez, ils font pas si. Karim, attends, Mohamed, il faut qu'on vérifie cette info, parce que si c'est vrai, c'est grave. Non, mais je l'ai vu sur Twitter. Tu peux demander, comme Faiza, je crois, elle parle beaucoup sur Twitter, parce que je la suis.
Et ouais, c'est. Alors je précise par rapport aux supporters dont on parle aujourd'hui. Ouais. Ce monsieur apparemment c'était un président d'un club de supporters d'un club de foot et il était en photo, notamment on l'a vu en photo avec celle-là et compagnie, et il brandit cette pancarte dégagez tous. Voilà, c'est un petit peu d'ailleurs. Franchement, je suis d'accord un petit peu avec, je sais pas lequel des deux qui est passé avant moi là, la dame ou Karim. Najet. Qui dit évidemment les problèmes politiques, ça doit rester comme en Algérie. Ça n'a pas sa place. C'est une Coupe du Monde. Je pense que Coupe d'Afrique. C'est là pour unir. Et voilà. Je pense que ça n'a pas sa place. Sincèrement, ça n'avait pas sa place ce genre de pancarte. On règle nos problèmes en Algérie. Ouais. Là, c'est une Coupe du Monde. C'est fait pour rassembler toutes les nations d'Afrique, surtout en ce moment, qui sont éparpillées un peu partout. Donc voilà, ça n'a pas lieu. Franchement, moi, je suis pour qu'on l'expulse. Ouais. Et puis voilà, c'est... Bon, merci Mohamed, en tout cas de Lyon. À bientôt. Et bon courage. À toi, à bientôt. À bientôt, au revoir. Monji de Marseille. Salut Monji. Salut Christophe, salut tout le monde. Comment ça va mon Monji? Je vais déjà reprendre un peu ce qu'il disait Zaïd Medouk de Gaza. Ouais. Voilà. Tout simplement, c'est que les régimes en fait, ils ont été créés. Moi, j'ai modestement, j'avais créé un texte en 2015 pour créer une journée pour soutenir les volontés des peuples, l'émancipation. Parce que les régimes, quels que soient, ils ont été créés pour affaiblir la question palestinienne, pour pouvoir la négocier chacun de son côté. Ouais. J'ai écrit ça en 2015, vous pouvez le vérifier sur ma page. Et exactement ce qui se passe en fait, c'est que les pouvoirs, les Américains, et monnaient évidemment qu'ils monnaient. Sauf que les Palestiniens, ils ont dit non, quoi. On n'ira pas, on s'en fout de votre monnaie. Oui, mais bon, ils vont essayer quand même. Mais le problème, c'est que la Palestine n'est pas soutenue par les régimes, elle est soutenue par les peuples. Ouais, absolument. Et d'ailleurs, on l'a bien vu avec l'exemple marocain, avec beaucoup de monde à Rabat ce dimanche. C'était impressionnant. Pour répondre à notre ami Karim, quand même, qui ne connaît pas la situation, il faut savoir que l'Algérie, pendant les 20 dernières années, elle était en état d'urgence et les manifestations c'était interdite. Ouais. Il y a plusieurs manifestations qui sont sorties pour soutenir la Palestine et ont été réprimées. Ouais. Voilà, c'est trop facile. Bon, dis-moi, mon G, pour le supporter algérien expulsé d'Égypte. Pour le supporter, c'est tout à fait logique qu'il soit expulsé, non pas parce que je donne raison au pouvoir de Sisi, c'est bien parce que les régimes autoritaires se soutiennent entre eux. Ouais. Je ne veux pas qu'il y a une étincelle qui déborde chez lui, sachant que ce qui se passait avec Morsi et tout ça, que les choses ne sont pas très bien, on va dire, emboîtées, c'est un peu du terme-là. Et les régimes qui sont illégitimes, ils ont peur de tout. Voilà, comme j'avais parlé juste avant, je disais que en fait, Gaïd Salah, il a activé le poison de la division. On a bien vu ce que j'avais dit, ça s'est réalisé. On va sur les réseaux sociaux, les Algériens commencent à s'insulter entre eux, tout ça. C'est vraiment navrant. Et voilà, les régimes, ils ont besoin toujours de tension pour ne pas répondre aux choses qui intéressent vraiment la population. Et voilà, pourvu qu'on se débarrasse de tous ces régimes pourris là et qu'on reprend notre destin en main et donc on va libérer la Palestine, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci Monji. Salut mon Monji. À bientôt. On est avec un autre auditeur. Beaucoup d'appels au standard 01 40 33 9000. La question est la suivante. Ce supporter algérien qui a brandi la pancarte avec en français dégagez tous, reprenant ainsi le slogan des manifestations en Algérie du 22 février notamment. Est-ce que vous pensez que c'est légitime? Est-ce que vous donnez-nous votre avis. 01 40 33 9000. 24% disent oui, c'est légitime sur Facebook. Donc la majorité dit non, bien entendu. Sur Twitter, le grand forum FM2 pour voter, bien entendu. Vous nous appelez et nous sommes avec j'ai perdu le prénom. C'est Fares, non? C'est ça? Non, c'est Marwan. Marwan, pardon. Bonjour Marwan, bienvenue sur France Maghreb 2. Comment ça va Marwan? Ça va très bien. Il faut penser aux gens âgés qui... Absolument, tu as raison Marwan, tu as raison. N'oublions pas... Les animaux, hein. N'oublions pas d'aller les voir, nos voisins, les personnes âgées, etc. pour pour leur dire de boire un petit verre d'eau parce que c'est important avec ces grosses chaleurs. Voilà, bon, bravo Marwan pour ce rappel. C'est la première fois que je passe à l'antenne. Sois le bienvenu. C'est pas prévu. Je vous cache pas, je vous suis, mais pas tout le temps. Mais ce qui m'a interpellé cette question, que aujourd'hui, d'abord votre question, est-ce qu'il faut sanctionner? Il faut sanctionner.
On peut pas aller dans l'Égypte, c'est un grand pays avec son grande histoire. Il a participé à l'éducation de plusieurs pays et à l'époque, il a envoyé les enseignants à pas mal de... Il faut sanctionner. Alors, la deuxième chose, est-ce que vous, en tant que journaliste, vous avez vu un jour un Palestinien qui a pris un bateau pour fuir la Palestine? Ah bah, de toute façon, alors, attendez. S'ils prennent un bateau au départ de Gaza, ils vont pas aller loin, ils vont se faire fusiller, donc. Non, de Gaza ou pas de Gaza, il faut que vous sachiez très très bien qu'ils vivent mieux que les immigrés qui habitent en France. Vous savez, les Arabes là-bas, c'est pas les Maghrébins ici, c'est pas la même chose, même pensée, c'est totalement différent. Ils vivent mieux, vous savez très très bien, et il faut arrêter ça. On est entré dans une guerre qui va faire mieux, va enlever le drapeau de Palestine, le Maroc. Le Maroc, c'est un pays, il faut respecter le Maroc, il faut respecter l'Égypte, l'Arabie Saoudite. Ces gens-là, ils font de la politique. Vous aimez pas. C'est des gens. Alors, vous avez des avions, des tickets, vous prenez les tickets et allez là-bas. Pourquoi ils sont derrière les écrans, derrière les smartphones, le Maroc, l'Égypte, l'Algérie, ce folklore, il faut arrêter. Bon, très bien, Marwan. Il faut arrêter ce folklore. Écoutez, on est en train, pour le mieux de nos jeunesse et nos enfants de futurs qui arrivent, il faut protéger cette jeunesse. Importer ce conflit ici, c'est nous qui vont perdre. Là, on est en train de participer à la montée de la haine. Et ça, c'est pas, vous les journalistes, vous êtes responsables aussi. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut montrer comment vivent les deux. C'est un exemple. Il y a des régions qui c'est un exemple de vivre ensemble là-bas. Nulle part. Ils vivent mieux que des milliers qui sont ici. Ouais, et s'ils sont pas d'accord, ils prennent l'avion et ils vont là-bas et ils vont faire. Vous arrêtez, je vous envoie ce message à travers vous, je m'excuse, mais arrêtez ce folklore. Vous aimez le Palestinien? Allez-y là-bas et vous lui dites et vous écoutez ce que vous aimez. Il va vous dire. Mais Marwan, moi je vous entends, mais vous êtes un peu. Marwan, pardonnez-moi, vous êtes un peu naïf. Vous êtes un peu naïf. J'attends rien de vous. Laissez-nous tranquilles. Et une fois j'ai posé la question, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui se passe en France? Ils disent la honte. On veut pas ces gens qui nous défendent. Parce que le problème, on est en train d'implanter un problème ici. Dans un très bon pays qui est la France, on est en train d'importer un conflit grâce à des gens incompétents. Bon, Marwan, votre pays, l'Égypte participe aussi, pardonnez-moi de vous le dire. Mon pays, c'est tous les pays arabes. Oui, non, mais d'accord, mais j'ai bien compris d'où vous venez, Marwan. L'Égypte participe aussi à l'enfermement et la prison de ciel ouvert à Gaza, pardonnez-moi. Il va là-bas, il prend l'avion, il va là-bas. Oui, mais vous savez très bien qu'on peut pas rentrer comme ça en Palestine, Marwan, vous le savez très bien. Vous avez vu un Palestinien, il a pris le bateau pour fuir. Mais il peut pas, Marwan, arrêtez de nous raconter des âneries, il peut pas sortir. Vous comprenez ça? Il peut pas. Oui, mais non. Écoutez, non, mais moi je veux bien vous entendre, mais à bout d'un moment il faut pas raconter n'importe quoi non plus, Marwan. Restez dans votre cadre, alimenter les faux. On n'alimente rien, Marwan. Je vous permets pas de faire ce procès d'attention. On n'alimente absolument rien. On est là pour apporter des faits. Alors que ça choque, je peux le comprendre. Oui, mais dire à chaque fois, il nous fait sortir, nous on fait mieux que les Marocains, nous on fait mieux que les. Mais vous avez entendu ça où, monsieur? On est en train de monter l'antisémitisme en France. Voilà, d'accord, ok, l'antisémitisme maintenant. Merci, Marwan. À bientôt. 01 40 33 9000. Bon, bah oui, non, mais tout le monde a le droit de s'exprimer, hein. Voilà, chacun a le droit de s'exprimer avec son ressenti. Voilà. Bon. On va bien dire, on va appeler Ziad, on va lui demander, tiens, est-ce que tu peux essayer de fuir en bateau? Il va voir ce qu'il va nous répondre. 01 40 33 9000. On parle de ce supporter algérien qui a été expulsé d'Égypte pour avoir brandi une pancarte politique, reprenant des slogans des manifestations en Algérie du 22 février. Dégagez tous, alors que monsieur a été vu en photo avec celle-là, apparemment il s'entendait bien avec lui. Bon, c'est encore un qui a retourné sa veste,
hein. Il a été expulsé. Donc, est-ce que vous trouvez ça légitime? 01 40 33 9000. La question est toute simple. Voilà, on y répond si vous le voulez bien. 01 40 33 9000. Facebook France Maghreb 2 pour voter. Twitter, le grand forum FM2. Et normalement, notre invité, Ali Girard, qui va pas tarder d'arriver pour nous parler de cette école numérique du côté de Sevran, dont il est à l'initiative. Très bonne idée d'ailleurs, qu'on va relayer ici en direct dans cette émission. Restez avec nous, c'est le grand forum. 01 40 33 9000, c'est à vous l'antenne, comme d'habitude sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio, c'est sur France Maghreb 2 que ça se passe, hein. Tous les jours 16h 18h, c'est votre rendez-vous de liberté d'expression, chacun et chacune peut donner son avis. C'est le but de l'émission, évidemment, son ressenti, son avis. Et bienvenue au 01 40 33 9000 sur cette question du jour. On va terminer avant de passer à autre chose sur cette question du jour qui est la suivante, donc à propos de ce supporter algérien qui a été expulsé d'Égypte pour avoir brandi le fameux slogan dégagez tous, voilà. Donc est-ce que vous trouvez cela légitime? Eh bien vous nous appelez au 01 40 33 9000 pour nous dire. Alors ce qui est un paradoxe quand même, c'est qu'il a demandé de l'aide de l'ambassade et du consulat alors qu'il leur demande de tous dégager. Bon voilà, cherchez l'erreur. Ceci étant, vous trouvez ça légitime, bien vous nous appelez pour nous le dire. Vous votez aussi sur Facebook France Maghreb 2 à la question du jour, comme d'habitude et comme chaque jour. Et sur Twitter, le grand forum FM2. Je vous rappelle que demain, en exclusivité totale sur France Maghreb 2, vous écouterez l'interview que l'on a enregistrée la semaine dernière avec Kamel Abina de monsieur l'ambassadeur de Palestine en France qui a répondu à nos questions. On a vraiment effleuré. On a vraiment pas effleuré. On est rentré dans toutes dans tous les sujets, voilà, et il a plus ou moins bien répondu. Vous, en tout cas, vous ferez votre propre avis demain entre 16h et 18h. Vous allez voir qu'il est il y a un petit moment où il est parti un petit peu dans un petit peu dans les nerfs quand même, hein. Oui, très agacé le monsieur l'ambassadeur à un moment. Vous verrez cela demain, donc entre 16h et 18h, à ne pas louper, messieurs dames. C'est une totale exclusivité France Maghreb 2. Cet ambassadeur qui est en poste depuis 4 ans maintenant, en France. Allô, bonjour Méziane. Oui, ça fait longtemps mon Méziane. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que je t'avais perdu moi. Non, j'étais parti en voyage. Ah bon? T'es parti où? Chez les Émirats, là, les vendus à l'Occident. Pourquoi t'es parti faire quoi là-bas? Bah, j'ai mon fils qui travaille là-bas. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Tout va bien alors? Bon, tout va bien, ça va quoi. Bon. C'est des paradoxes dans la vie, tu vois. Ouais. Et bon. En même temps, on n'est pas d'accord avec eux, mais c'est là-bas qu'il a trouvé du boulot. Bon, il a été expatrié là-bas, quoi, par sa boîte. Ah oui, d'accord, ok. Forcément. Bon, Méziane. Mais il y a plein de paradoxes dans la vie, c'est pas simple. Oui, moi, c'est ce vrai. que je voudrais dire, c'est que, tu sais, par rapport à celui qui a brandi le drapeau en Égypte, là. Non, c'est pas un drapeau, c'est une pancarte avec ce slogan. Ou plutôt la pancarte, la revendicative, en disant dégagez tous. Bien entendu, je crois qu'il est inconscient, il sait pas ce qu'il fait. Ça rappelle une histoire où, paraît-il, qu'il y avait un gars qui avait tué son père et sa mère. Et puis, lorsqu'il est allé au tribunal, il a demandé la vigilance parce qu'il était orphelin. D'accord. C'est un petit peu ça, quoi. C'est du n'importe quoi. Et Marwan, il est un peu dans cette eau-là. Il dit il faut arrêter de critiquer les gouvernements, il faut arrêter de critiquer l'État sioniste, les Palestiniens vivent bien. Oui, bien sûr. Bah, je l'invite à aller en Palestine, moi. C'est du n'importe quoi. Là. Ouais. Mais le problème, c'est pas de manger. Le problème, c'est d'être libre et indépendant dans la vie, de ne pas être soumis. C'est ça. Voilà. Ouais. Je préfère manger un bout de pain et éventuellement avoir ma dignité. Mais si t'as le pain mais t'as pas la dignité, il manque quelque chose quand même d'important. Exactement. Bon, bah merci mon Méziane. Mais par contre, moi ce que je voudrais dire par rapport à l'Algérie, ça fait le 19e ou 18e vendredi, et je crois que Gaïd Salah, contrairement à Sofiane que j'ai entendu plusieurs fois, je crois qu'il se trompe ou alors il est un peu complice. C'est l'un ou l'autre. Donc, qui est complice de quoi? Par rapport à Gaïd Salah et à ses propositions d'un vote présidentiel. Ouais. On ne peut pas organiser avec ceux qui ont provoqué les problèmes. Ce sont des gens qui vont décider de ne pas partir parce qu'ils se disent si on part, on va être jugé. Oui, mais Méziane, ils sont coincés. Ils ont tout essayé. Mais attends, répondez à ma question parce que tous ceux comme toi qui disent cela, et je veux dire avec respect, je vous comprends et je vous écoute. Ouais. Mais quand je vous demande on va faire ça avec qui, quelle est la solution, là ça bug les gars.
Ça bug un peu. Non, pas du tout. On fait quoi alors? Si on veut, on dégage Gates Salah, ok, mais on fait quoi? Alors. Il y a pour le moment, ils sont en train de s'organiser. Le Hirak, il est infiltré. Ce mouvement est infiltré maintenant. On le sait de plus en plus par des séparatistes, par des gens qui ont des projets. Toujours, ça c'est pas que. Mais bon voilà quoi. Faut le savoir aussi. Mais la majorité quand même, elle est dans la rue. Et la majorité ne veulent plus de la politique qui a présidé depuis 62. Ils ne veulent plus, ils ont compris le jeu. Ils ont dit on en a marre. Maintenant, il y aura certainement des gens qui vont s'infiltrer. Moi, je peux vous dire, Méziane, sans trahir aucun secret, j'ai croisé récemment des gens qui font partie de partis politiques ou de mouvements plutôt, pas de partis, des mouvements au sein de Hirak en Algérie. Et ils nous ont dit en antenne, ils nous l'ont confié évidemment, pas à l'antenne, que ce mouvement c'était en train de devenir n'importe quoi et qu'il était infiltré par des gens qui ont vraiment une très 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 mauvaise intention. Mais dans toutes les révolutions, Sofiane, c'est pas Sofiane, il y a des cafouillages. Dans toutes les révolutions. Mais la vague quand même générale, le courant général, c'est que les gens ne veulent plus, il suffit de voir les pancartes, ne veulent plus de ce Taïsaba, c'est-à-dire cette mafia. Ils ne veulent plus. Il n'y a aucune négociation possible avec ces gens-là. Aucune. Donc on fait quoi alors, Méziane ? Ils ont fait des preuves de leur malhonnêteté. Oui, d'accord. Mais on fait quoi maintenant ? On fait quoi ? Il va falloir qu'ils s'en aillent. Il n'y a pas d'autre solution. Oui, mais d'accord, mais ils s'en vont, mais après. Avec ceux qui ont créé les problèmes. Donc vous voulez un vide constitutionnel, c'est ça ? Il peut y avoir tout ce qu'on veut. Ça, malheureusement, on peut pas. Je crois qu'il y a des Berbères, des Kabyles que j'ai côtoyés, qui ont fait le serment qu'il n'y aura jamais de négociation avec ceux qui ont provoqué le problème. Alors attends, bouge pas, Méziane, parce que t'as interpellé Sofiane. Il est là, Sofiane Nakdari. Salut Sofiane. Oui, salut Christophe. Et salut Méziane. Salut tout le monde. Alors, Méziane demande à ce que tout le monde dégage, mais après on fait quoi? C'est ça le truc. Non, mais en plus il a considéré que j'étais complice. Moi j'ai protégé ou j'ai défendu mon idée, à savoir que je trouve avec laquelle elle n'est pas satisfaite à 100%, mais c'est avec laquelle on peut sortir grandi, on peut éviter la catastrophe, parce qu'il admet même Ziane comme quoi que c'est infiltré, il y a des projets qui nous dépassent ou qu'il y a des choses qui sont complètement occultées et qui sont pas expliquées au reste de la population. Moi, à titre personnel, quand on me demande que Gates Salah dégage, ok, on le dégage et on va nommer qui en tant que chef des armées? C'est Ben Salah qui a la prérogative. Est-ce que Ben Salah, quand on demande en même temps que le dégage, on va nommer qui? On va nommer un deuxième numéro 2, c'est Saïd Fengriha. On va dire que ce monsieur, il travaille avec Gates Salah. On va nommer un des chefs des régions. On va dire oui, ce monsieur, il travaillait sous l'autorité de Gates Salah. On va rester dans un cercle vicieux où on sortira jamais. Le Gates Salah va partir à partir du moment où il y aura un président élu. C'est lui qui va le dégager. Même dans sa campagne électorale, ce président va dire, moi, je dégagerai Gates Salah. Quoi? Maintenant, faire une fixation sur Gates Salah, c'est vraiment aller pousser le peuple contre l'armée, en opposition à l'armée. C'est ce qu'on veut en vérité. Le projet réel derrière cela, c'est vraiment d'aller à une confrontation avec l'armée. Méziane. Ah bah ça y est, Méziane, il est parti. Il s'est barré, Méziane. Bah alors, c'est pas bon joueur ça, Méziane, dis donc. Bon. Non, peut-être la conversation, elle a coupé. Mais ouais. Ouais. Bon, dis-moi alors, légitime ou pas que l'Égypte dégage, expulse ce supporter, Sofiane? Moi, je l'ai suivi, ce supporter, il s'appelle Samir, on l'appelle Chita à Mascara. Ce supporter, il n'a pas brandi une seule pancarte, il a brandi 3 ou 4. Parmi lesquels, d'accord, il tenait à dégager tous, c'est des slogans tous politiques, hein. Ouais. Il y a un autre slogan qu'il a porté aussi, qui a dit, Dawla Madaniya, Michi Askaria, c'est-à-dire un état civil pas militaire, suivez mon regard, c'est-à-dire celui qui comprendra ce qu'il voudra, c'est-à-dire en vérité, le message était destiné à l'Égypte. Et en vérité, les partis, ce monsieur pour la Côte d'Afrique, se retrouvent avec des slogans politiques. Ouais. C'est tout à fait légitime que l'Égypte, moi je trouve pas légitime, dans des pays démocratiques, on vit dans un pays démocratique, toute personne peut scander ce qu'il veut, mais on voit aujourd'hui, même en France, il y a des slogans qui sont interdits. Alors en Égypte, avec les régimes de Sisi, qui a peur de tout et qui a peur de toute révolte, alors c'est tout à fait normal en plus le gars il a été emprisonné, seul, et il a demandé l'intervention des autorités algériennes. Il y avait l'ambassadeur et le consul qui ont intervenu et qui l'ont... Donc en fait, il a demandé l'intervention de ceux qui le demandent de partir. Voilà, on voit les limites de ce slogan. Alors on veut maintenant les gens qui sont contre Gates Salah, je peux l'entendre, il n'y a aucun problème. Mais qu'est-ce qu'ils proposent?
Ils proposent de travailler ou de faire une transition avec le régime, avec les partis politiques qui ont été enfantés par le DRS et par Bouteflika. On le sait pertinemment que c'est cette ouverture démocratique qui a été suite aux événements d'octobre 88. La majorité, ils ont été pendus par le DRS. Je vous cite juste un exemple. Les partis dits religieux de Mokhray ou de Jaballah, ils se sont tirés à boulet rouge au début de la révolution. Ils disaient il disait qu'il travaillait avec Toufik, l'autre il disait qu'il travaillait avec Saïd. Sans parler du RCD avec Saïd Saïdi, sans parler du FFS qui vit des moments très difficiles, où il y avait même des membres qui disaient que Karim Tabou travaillait pour Toufik. C'est-à-dire, on veut faire une transition avec ces partis-là. Moi, personnellement, ces partis font partie du slogan « Ifna Hamdler ». À titre personnel, je considère que ces partis, on n'a pas à travailler avec eux. On travaille avec les associations, tout doit commencer au début, on doit aller vers des élections. Maintenant, les gens qui veulent pas d'élections, ils veulent une constitution. C'est qui militent pour la constitution, il n'y a pas de problème. Tu peux me confirmer qu'il y a eu un souci avec un drapeau palestinien aujourd'hui? Ouais, le gars, il a été arrêté, le drapeau, il a été confisqué. Il n'a pas été interpellé à ma connaissance. Moi, j'ai vu quelques journalistes indépendants, ils ont apporté cette information. Mais à partir du moment où vous dites pas de slogan, pas de drapeau autre que le drapeau algérien, c'est tout à fait légitime. Vous arrêtez le drapeau avec le drapeau MSF. C'est tout à fait normal que vous arrêtiez avec le drapeau palestinien ou le drapeau canadien. Et 19 personnes en prison pour avoir justement brandi le drapeau berbère. C'est très dur. Non, ça c'est très dur. Mais parmi eux, il y a des gens qui sont affiliés au MAC. Pour citer par exemple le médecin qui était à Borj-Barelis, qui a fait des slogans hostiles au drapeau algérien, il a insulté le drapeau algérien, etc. Mais il a été arrêté suite à ça, par exemple. Ouais, après, maintenant, moi, je sais qu'il y a à peu près 200 à 250 personnes, ils ont été interpellés suite à leur liaison avec le mouvement séparatiste du MAC. Très bien. Merci Sofiane pour ces éclairages. Merci à toi. À bientôt. Bon Merci Sofiane. Morad, Damien, salut Morad. Morad? Il est barré, Morad. Bon, 01 40 33 9000 pour nous appeler, évidemment, en direct, pour nous donner votre avis, encore quelques minutes avant que notre invité Ali Girard arrive, pour nous parler de cette école numérique qu'il a mis en place, qui, je crois, on est à sa 4e année, du côté de Sevran. C'est une belle initiative parce qu'en fait, elle a pour objectif de récupérer tous ces gamins qui ont décroché scolairement et de les remettre dans le droit chemin avec cette formation qui équivaut à un niveau Bac plus 2 et qui leur permet ensuite de devenir développeurs. Donc une école du numérique très intéressante à connaître et à faire savoir. On recevra Ali Girard dans un instant. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, bonjour. Quel est votre prénom, cher monsieur? Christophe, c'est Joseph, tu vas bien? Bonjour Joseph, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Bah, très très bien. Dis-moi, alors t'es contente de ton équipe nationale, là, elle se porte bien là? Oh, tu sais, le football et moi, c'est deux personnes, hein. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe, Joseph? Attends, je vais m'arrêter parce que je suis en main libre là et je vais pas pour... Allô? Oui, tu m'entends, alors, là? oui, je t'entends, Joseph. Voilà. Bon, on revient sur tout à l'heure là l'histoire de les supporters qu'il était, je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont fait avec lui en Égypte, les supporters? Il était envoyé chez lui? Oui, il a été expulsé pour avoir brandi une pancarte, slogan. Qu'il soit heureux là pour rentrer chez lui là. Je veux dire qu'il soit heureux pour rentrer chez lui. Parce qu'un mec comme celui-là, je vous dis vraiment, un mec comme celui-là, le gouvernement égyptien va les mettre dans les canaux des Suez et les bateaux vont marcher là-dessus. Je peux te dire à l'avance. Hein. Et les mecs, qu'ils soient heureux pour entrer chez lui. Ouais, c'est vrai qu'en matière de délicatesse, votre pays est très fort, hein, l'Égypte. Il n'y a pas de problème là-dessus, on connaît. Hein. Voilà. Et qu'il soit heureux, lui, là-bas, pour le sport, c'est pas pour la politique. Là, si tu veux faire la politique, faire autre chose. Il faut pas que tu aies comme un supporter qui fait ça. Bon. Alors, je revenais avec la personne qui était très excitée à l'antenne tout à l'heure. Elle s'appelle Marwan, c'est ça, non? Oui. Voilà. Bon, moi, t'as dit une phrase, là, pendant que tu parles avec lui, Christophe, t'as dit que l'Égypte, il fait des blocos sur le Bah oui, Rafa, tout le monde le sait, enfin, je veux dire, Joseph, hein? Tu le sais quand même. Voilà, je sais, mais j'aime bien quand vous parlez de l'histoire, surtout le Palestine, l'Égypte et tout ce contour. Et j'aime bien les gens qui connaissent bien l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Le passage entre l'Égypte et Gaza, il s'appelle le passage de Rafah. Il était fait en 1979. Juste après l'accord de la paix avec Israël. Ce passage-là avait une condition très claire et nette. Les dirigeants de ces passages, ça sera 3
personnes, un Palestinien, un Égyptien, un Israélien. Quand les islamistes ils ont passé par l'élection, je sais pas en 2005 ou 2000, je sais pas quelle année. Le Hamas, il s'appelle le Hamas voilà. en 2007, voilà. élu démocratiquement, Joseph. Voilà. Et là, quand le Hamas est passé au pouvoir, ils ont viré les Égyptiens, ils ont viré les Israéliens. Là, les conditions de ce passage, elles étaient supprimées de la part des Hamas. Ça veut dire que c'est Hamas qui ont mis leurs conditions. Avant qu'on fasse le passage, on s'est mis d'accord, 3 personnes qui dirigent ces passages-là. Là, Hamas, il est venu, il a supprimé les 2 personnes. Là, l'Israël, il n'est pas d'accord. Ça, c'est une de ces conditions de d'accord de la paix. Maintenant, imaginons, parce que je vais répondre à ta phrase quand tu as dit que l'Égypte fait des blocages sur Gaza. Aujourd'hui, tu n'as pas d'armes dans les Sinaï. Ça veut dire Israël, il peut prendre les Sinaï dans 24 heures, les Sinaï, c'est pour Israël. Je peux dire à l'avance, il n'y a pas d'armes égyptiennes là-bas. Première chose. Deuxième chose, ça veut dire l'Égypte ne prend pas des risques pour ouvrir le passage de Rafah. Pourquoi? Parce qu'on a mis des conditions en 1979. Vous n'avez pas respecté les Arabes. Vos conditions, nous, on ne respectait pas les conditions. On a donné le Sinaï sans guerre, après 3 guerres, je suis d'accord, mais on a donné le Sinaï comme ça, mais en condition, il n'y a pas d'armes là-bas. Vous n'avez pas respecté les conditions, vous n'avez pas respecté leurs promesses, on reprend le Sinaï. L'Égypte ne peut pas prendre ces risques. Imaginons, demain, Israël prend le Sinaï. Qu'il confisque le Sinaï. Comment on a confisqué le Jérusalem? Comment on a confisqué comment ça s'appelle, le Golan? Tout ça. Et après, il va dire c'est la terre israélienne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rien faire comme aujourd'hui. Quand les Américains ils se mis d'accord pour déplacer le consulat des États-Unis en Jérusalem-Est, et quand les Israéliens aujourd'hui disent voilà, les Golans c'est une terre israélienne, et demain s'ils prennent le Sinaï qui dit c'est une terre israélienne, qu'est-ce qu'on va faire? Les Arabes ils sont pas capables à faire une guerre contre Israël. C'est clair et net. Arrêtons. On est loin, je confirme, mais calmement, qu'est-ce qu'il a dit Marouane tout à l'heure, vous êtes loin, les Marocains sont à 5000 km, les Algériens sont à 4000 km, tout le monde sont loin, et puisque ce qu'on veut, mais les Égyptiens sont tout près d'Israël, on ne veut pas prendre des risques de guerre. Voilà, clair et net. Bon. Il ne faut pas penser que les Égyptiens sont méchants parce qu'ils font des blocages. Non, on a tout donné, 3 guerres jusqu'à aujourd'hui, 150 000 morts d'Égyptiens jusqu'à aujourd'hui. Les dernières choses que vous savez pas, mais demande, monsieur, comment s'appelle le patron de la radio, monsieur Miami, demandez-le. Gamal Abdel Nasser, il savait la date de la guerre de 67 et 5 juin 1967. Il savait la date qu'Israël va frapper à cette date-là. Il n'a rien fait. C'est à cause de lui. Tous les Arabes ils sont dans la merde. Nasser, c'est à cause de lui. Bon, il n'y a pas que lui, hein. Il n'y a pas que lui. Il y a aussi un roi. Bon, je ne veux pas dire le roi de quel, mais bon. Moi, je connais bien mon histoire. Je connais très bien mon histoire, Christophe. Arrêtons de parler de l'histoire sans le connaître. L'Égypte ne peut rien faire parce qu'ils ne prennent pas de risques. Ouais. Il y a un problème économique grave. Tu vas faire une guerre en plus. C'est pas possible. Merci, arrête. Joseph. De rien. À bientôt. Ciao, ciao. 01 40 33 9000. C'est le grand forum. C'est ici. Chacun, évidemment, s'exprime avec ses connaissances, avec son ressenti. C'est le grand forum. Ça se passe ici, sur France Maghreb 2. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Quel est votre prénom? Yacine. Yacine, il nous appelle d'où, Yacine? De Paris. De Paris. Bonjour, Yacine. Dites-moi combien affiche votre voiture, température de dehors, là? Là, elle est à 37. 37 degrés. 37. Je pense que, je sais pas ce qu'en pense Axel, mon collaborateur qui est avec moi, mais je pense que la radio, t'as 53, non? Un truc comme ça? 60. 60 même, ouais, c'est vrai, on est d'accord. Bon, sois le bienvenu, Nassim, on t'écoute. Merci beaucoup, Christophe. Christophe, moi, je vous appelle juste en parlant de Palestine, tout ça. Tout à l'heure, on a écouté un peu de tout ça. Mais j'allais vous dire, la Palestine, là, il y a un problème. Il y a un problème, comme nous savons. Moi, j'ai une solution pour la paix en Palestine. Ouais, c'est quoi ta solution, Nassim? Ma solution, il faut déstabiliser la famille saoudienne, là, c'est eux qui font le bordel un peu partout dans le monde arabe. Il faut mettre un pouvoir en Arabie Saoudite, un pouvoir qui pratique, un pouvoir qui soit comme le prophète, comme Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui va ramener tous les pays arabes, qui va installer la paix dans le monde arabe,
qui va écarter, qui va être indépendant. Il y aura personne, il n'y aura pas d'Américains qui va commander dessus. Il y aura personne, les Américains, comme nous savons, les Américains, ils chient dans la Mecque. Bon, moi, je voudrais savoir une chose. C'est comme ça, pour mettre la paix là-bas, il faut déstabiliser ce pays-là, il faut ramener le monde à table, il faut discuter, il faut ramener les Iraniens à table. Même les Iraniens, on a besoin d'eux, comme nous savons que ce pays-là, c'est un ancien pays dans le Moyen-Orient. Ramène-toi à table, dégager cette famille-là, il faut la mettre à l'exécution. Après, là on va commencer avec installer la paix au Moyen-Orient. En parlant de peuple israélien, le peuple israélien, on peut pas le dire, allô? On t'écoute, Nassim. Le peuple israélien, on peut pas le dégager. Palestine, on peut pas la dégager. Les deux parties, on peut pas les dégager. Les restaurants ici, on peut pas, on n'a pas le choix. On peut pas lui dire à quelqu'un dégage de chez toi. On peut pas dire à l'autre dégage de chez toi. C'est pas possible. C'est comme ça. Moi, à mon avis, la paix, elle est là. Il faut déstabiliser ce pays. L'Arabie Saoudite, c'est eux qui font le bordel là-bas. C'est eux qui financent le terrorisme. C'est eux qui créent les problèmes. Tellement ces ânes-là, ces voyous-là, les ânes-là, ils n'arrêtent pas de diriger. Eh ben ça a coupé, c'est pas moi. Hein. Merci Nassim. 01 40 33 9000. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont souhaité intervenir. Et donc ce supporter algérien qui a été expulsé d'Égypte, qui assistait à la CAN 2019, il a été expulsé pour avoir brandi une pancarte sur laquelle il était inscrit "Dégagez tous", reprenant ainsi les slogans du 22 février. Eh bien, est-ce que c'est légitime selon vous? Vous répondez évidemment à cette question sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le Grand Forum FM2. Dans un instant, le zapping, quelques infos zappées, le journal de la CAN et notre invité Ali Girard à suivre sur son France Maghreb 2. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Demain à ne pas louper, et oui, exclusivité France Maghreb 2, monsieur l'ambassadeur, son excellence l'ambassadeur de Palestine en France, qui sera notre invité pour répondre à toutes nos questions, et on va être vraiment sans concession, sans problème évidemment là-dessus. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler. Le zapping. Alors le zapping, pour commencer ce zapping, il était l'invité de Jean-Jacques Bourdin ce matin. Le coup de gueule de Dominique de Villepin à propos justement du nouveau plan sur le Proche-Orient proposé par les Américains, ce fameux sommet de Barheim. Aujourd'hui, l'administration Trump va présenter son plan pour le Proche-Orient. Plan un peu curieux, un seul État et des milliards de dollars pour la Palestine, pour les Palestiniens. 50 milliards de dollars. Comment le regardez-vous, ce plan? Mais je ne le regarde pas, monsieur Bourdin. Je ne le regarde pas et je conseille vivement à l'ensemble des responsables européens de ne même pas ouvrir ce dossier. Pour une raison simple. Oui. On n'achète pas l'indépendance d'un peuple, on n'achète pas la dignité d'un peuple. 50 milliards, pourquoi faire? Pour fermer sa gueule et accepter d'être dépouillé de ses droits? Mais enfin, c'est ignoble. Ce plan est mort-né. Ce plan est mort-né. Et ce n'est pas en faisant comme si il était sur la table et comme s'il fallait en discuter que nous arrangerons les chances. Une fois de plus, plaçons la diplomatie américaine et la politique américaine devant ses responsabilités. Nous ne pouvons plus continuer à faire semblant. En ayant un pays, les États-Unis, qui aujourd'hui a un rôle important dans le monde et qui joue de façon irresponsable sa carte. Nous ne pouvons pas accepter cela et donc je crois qu'il est important de mettre en place un certain nombre de contre-pouvoirs face Alors justement, j'ai une question corollaire. Et c'est pour ça... Voilà, Dominique de Villepin très colère vis-à-vis de ce plan donc proposé aujourd'hui par les Américains ce matin au micro de Bourdin. Toujours chez Bourdin hier, c'était François de Rugy et pour montrer l'exemple, les preuves que tous les ministres sont bel et bien mobilisés par rapport à la canicule. On a oublié la cravate chez de Rugy hier. Sans cravate ce matin, que se passe-t-il? C'est rare, hein? Vous savez qu'au Japon, il y a déjà de nombreuses années, il y avait des instructions données. Les ministres, les dirigeants d'administration ne devaient pas mettre de cravate pour montrer l'exemple au travail, d'alléger en effet la tenue vestimentaire pour s'adapter à ces canicules. Bon, de Rugy sans cravate. Bon, eh ben écoutez, il aura peut-être moins chaud en tout cas. Zemmour, invité de CNews hier au micro de Laurence Ferrari, il s'en prend à la PMA maintenant, écoutez. Donc ça continue, on a eu le Pacs, on a eu le mariage homosexuel, c'était écrit qu'on ait la PMA pour les femmes et demain, au nom de l'égalité, le Conseil d'État dira il faut la GPA. Et le droit à fonder une famille... Et tout ça remboursé par la Sécurité sociale, c'est-à-dire que les gens rembourseront les caprices des uns, c'est magnifique. Le droit...
Voilà, Zemmour, toujours fait du Zemmour. Et puis un petit malaise ce matin en direct sur France Inter, lorsque Thierry Ardisson règle ses comptes les yeux dans les yeux avec Charline Van Denker, la chroniqueuse de la matinale. On va expliquer aux gens et puis vous pourrez répondre. Charline, dans le Parisien dimanche dernier, s'est réjouie de l'arrêt des terriens en expliquant que votre émission est trop putassière. Alors ce que Charline ne sait pas d'abord, c'est que, enfin peut-être pas, c'est que ça, il n'y a pas de quoi se réjouir. Hein. Ça met 100 personnes au chômage. Ah, comme vous êtes de gauche, j'imagine que ça doit vous embêter beaucoup. Oui, bien sûr. Voilà, vous aimez les gens. Ouais. Voilà, donc il y a 100 personnes qui n'ont pas de boulot. Putassier, c'est un compliment pour vous, Thierry. Pas du tout. Pour moi, c'est pas un compliment. Je vous ai connu beaucoup plus drôle. Et ensuite, je vous dirais, ma chère Charline, d'abord que Vizorek est désolé. Il m'a envoyé un texto dès le matin en me disant je comprends pas ce qu'il lui prend. Et c'est pourtant votre grand copain, vous lui en parlerez. Moi, j'ai pas trouvé ça drôle parce que se réjouir de l'arrêt d'une émission, c'est surtout une émission qui essaye encore d'élever un peu le débat, même si elle l'élève pas au plus haut niveau. Je trouve que franchement, je comprends pas votre attitude. Charline, vous voulez répondre ou on passe? Et puis ce qu'il faut dire aussi, Charline, c'est que vous avez essayé de faire la télévision, ça a duré 15 jours. Donc ne venez pas. Allez. Pas me donner. C'est le jeu, Thierry Ardisson. Vous avez caractérisé des tonnes de gens. J'ai quand même le droit de lui dire qu'elle a essayé de faire de la télévision, que ça a duré 15 jours, et que moi j'ai fait 34 ans de télévision avec un certain succès. Donc les leçons de Charline, j'en ai rien à foutre. Voilà. Bon, pour moi le message est clair. Ardisson, rien à foutre des leçons. Bon, écoutez, c'est fait, c'est dit en tout cas. Voilà, c'était le zapping en tout cas. Notre invité Ali Girard est arrivé. Girard, bonjour monsieur Ali Girard. Bonjour Christophe. J'ai bien dit là. C'est Girard comme dans Dallas. Oui, Girard et Wing. Girard. Ouais. Ah ouais, Girard. Ah oui, il manque le pétrole. Il manque le pétrole. Ouais. Comment ça va Ali? Ça va très bien, merci beaucoup. Soyez le bienvenu. C'est gentil, il fait un très chaud. Hein. Je confirme, il fait 60 degrés. Hein. J'ai écouté tout à l'heure l'émission. Et à Sevran, il fait combien? Sevran, il fait encore plus chaud. C'est toujours un bon climat. Ah oui? Ouais. D'accord. Bon, alors, on va essayer de vous présenter un petit peu. Vous êtes à la manœuvre d'un projet que vous avez piloté depuis 3 ans. Oui. Vous êtes maire adjoint, oui. Chargé de l'économie et du numérique de la ville. Oui. La grande école du numérique, qu'est-ce que c'est, Ali Girard? Alors en fait, moi quand je suis arrivé, Christophe, moi je suis né à Sevran en fait dans les quartiers dits populaires. Ouais. Et quand je suis arrivé, en fait, j'ai eu la chance de faire des grandes écoles, classes préparatoires et écoles d'ingénieurs. Ouais. Et en fait, le constat c'est qu'il faut avoir beaucoup de chance pour arriver au bout, un peu comme dans le Roi Lion. Donc quand tu te retournes, en fait, tu te constates qu'effectivement tout le monde n'a pas la même chance. La chance de tomber sur des bons profs, la chance d'être sur un système éducatif qui donne les chances, l'égalité des chances à tout le monde, la chance de bien être orienté et la chance de faire un métier qui te plaît. Et force de ce constat, en fait, dans les quartiers, en fait, à Sevran, dans les quartiers notamment en zone prioritaire, 10 zones prioritaires, il y en a 3. Il y a Rougemont, Mons-le-Pont, Blanc-Bedotte. Il y a un jeune sur 2 en situation d'échec. Alors, situation d'échec, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit ils trouvent pas du boulot, bien qu'étant qualifiés, soit ils ont pas de qualification, soit en fait Pôle Emploi propose des métiers qui leur correspondent pas. Qui correspondent pas, exactement. Comme chaudronnier, ou tu vois, ça c'est un métier que j'ai appris. Ouais. Et donc, fort de ce constat, en fait, depuis que j'ai été élu en 2014, donc dans une majorité municipale, j'ai œuvré pour créer une école qui œuvre pour les quartiers populaires et en faveur des quartiers populaires prioritaires. Et donc, cette école, en fait, c'est l'idée très simple de dire qu'aujourd'hui, le numérique, tout le monde est connecté. Il y a 80% de la population à Sevran qui est connectée. Tout le monde est digitalisé. Je vois Axel à côté de moi qui est en train de tweeter. Voilà, le numérique. Attention, dis pas de bêtises parce qu'il va tweeter tout ce que tu dis. Hein. Alors il peut parce que j'essaie de dire des choses à peu près correctes. Et en fait, donc fort de ce constat du numérique qui aujourd'hui, on parle beaucoup de transformation digitale dans les entreprises, dans les quartiers, dans les collectivités territoriales. Et en fait, les jeunes, ça leur plaît le numérique parce que tu te rends compte qu'il y a un millionnaire sur 2 dans les statistiques qui est devenu millionnaire grâce au numérique. Quand tu te connectes aujourd'hui sur Internet, t'es connecté au bout du monde et puis effectivement, ça crée de l'espoir, ça crée des perspectives. Ah bah oui. Et ça te déconcentre de ton quartier parce que tu vois pas les mêmes personnes, tu discutes avec des personnes différentes. Et donc, fort de ce constat, d'un côté, t'as des jeunes qui ont envie d'aller vers le numérique. De l'autre côté, t'as des jeunes qui sont pas forcément qualifiés, qui n'ont pas eu de la chance. Ouais. Cette école du numérique, c'est l'équation entre ces deux paramètres. Des jeunes qui sont très motivés mais qui sont pas diplômés. Mais par contre, des jeunes hyper connectés qui en connaissent beaucoup plus que toi et qui sont je sais que aujourd'hui c'est l'esprit foot, qui sont des Zinedine Zidane du numérique. Et donc, l'idée c'est de prendre des jeunes, donc de ces quartiers prioritaires, et de les former, comme tu l'as dit tout à l'heure en introduction, vers les métiers de développeur web. Ouais, développeur web, en plus ça leur cause les gars. Hein. Ça leur cause beaucoup parce que tu sais que le métier le plus en tension dans le monde, contrairement aux idées reçues, tu dirais quoi toi Christophe? Le métier le plus en tension aujourd'hui, là où on a le plus besoin de personnes dans le monde.
Moi, je sais pas, moi, l'informatique. Ouais, c'est ça, exactement. L'informatique, c'est un métier qui est très en tension, et plus particulièrement le développement web. Pourquoi le développement? Parce qu'en fait, les entreprises, tu te rends compte que l'ubérisation, tu te rends compte que Facebook, les GAFA, Microsoft, toutes ces entreprises-là, elles ont développé des systèmes, elles ont développé des applications, et c'est ce qui est recherché aujourd'hui par l'ensemble des acteurs économiques. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai souhaité dès 2014 œuvrer vers la création d'une école de développement web. Ça dure pas longtemps, la formation? La formation, c'est un quick win. C'est tu viens, t'es super motivé, par contre tu vas en baver parce que ça dure 5 mois. C'est très court. Mais par contre en 5 mois, je t'assure qu'ils ont pas d'heure, ils restent très tard le soir, ils se lèvent très tôt le matin. Bah dès lors que tu leur proposes quelque chose qui les intéresse, forcément. C'est ça, on prend des gens motivés. Alors comme c'est un pilote, je t'avouerai que c'est la première fois qu'on fait ça dans les quartiers. Il y a eu combien d'élèves là? On a commencé par 45 élèves et on finit sur une vingtaine d'élèves qui ont vraiment le profil et qui ont considéré que c'est quelque chose. La moitié. Ouais, une bonne moitié. Pour un pilote, c'est pas mal. Et pour les autres? Pour les autres, en fait, ils ont été sur d'autres sujets. Il y en a qui ont fait plutôt du marketing, il y en a qui ont voulu faire commercial, il y en a qui ont fait autre chose tout simplement. Mais en fait, on a créé un module d'adaptation web qui permet en fait à ces jeunes de découvrir le web et pas simplement d'arriver en développant, parce qu'ils sont pas développeurs à la base. Ouais, bien sûr. Faut leur donner la méthode, faut leur donner les explications nécessaires. Il y a la clim dans votre école? Il y a la clim et il y a du jus d'orange. Bon bah c'est bien, je vais venir alors. Place tout de suite au journal de la Cannes et allez Girard, pardon. Ali Girard est avec nous. Oui non, ça arrive. J'ai quelques problèmes avec les noms moi toujours. Est avec nous sur France Maghreb 2 pour nous parler de cette école du numérique. Voilà des exemples concrets qui se déroulent et qui se passent dans les quartiers. Il faut arrêter de montrer les quartiers, il se passe rien, c'est que la bagarre, la drogue, etc. Non, il y a aussi des choses extraordinaires. Et Ali Girard est avec nous pour nous en parler. Et résultats, commentaires, analyses et décryptage des moments forts de la CAN avec Christophe sur France Maghreb 2. Le journal de la CAN de ce mardi 25 juin est d'abord la Côte d'Ivoire. Là, emporté avec difficulté face à l'Afrique du Sud, les éléphants ivoiriens sont une des interrogations de cette CAN. Où en sont-ils après une édition 2017 ratée et une non-qualification pour le mondial 2018? Le match d'hier ne répondra guère à la question, mais la victoire est là, 1-0. Un match qui se disputait sous une chaleur accablante au stade Salam du Caire, près de 40 degrés. Et malgré une nette domination, les Ivoiriens ont d'abord peiné face au bloc très bas des Sud-Africains, mais peu après, lors de jeu, c'est Jonathan Kodjia, le joueur d'Aston Villa, qui a inscrit le but de la victoire. Lui qui avait raté plusieurs occasions au préalable. Ce but a un goût de revanche pour un joueur souvent en difficulté avec sa sélection. Je sais que j'allais avoir des opportunités. La première, elle a été bien stoppée par le gardien de but. J'aurais pu mieux faire. Finalement, j'ai su marquer en deuxième mi-temps, donc je suis vraiment heureux. L'attaquant d'Aston Villa a marqué à la 70e minute du jeu, servi par Max Alagradel, bien conscient de l'utilité de ce but. Pour un attaquant, c'est important de marquer. C'est un joueur qui est important pour nous dans notre style de jeu. On est content pour la confiance que ça va lui faire pour la suite de la compétition. La suite de la compétition, le capitaine Serge Aurier l'espère plus positif que lors de la dernière CAN. En 2017, il a eu du mal parce que c'est sa première CAN. Je pense que là, avec beaucoup plus d'expérience, il arrive à gérer ses efforts, il arrive à s'adapter. Je suis très content pour lui. Il aurait pu mettre 2 buts. Et la prochaine fois, il frappera moins fort et ça rentrera. Il est parfois maladroit. Il y a Jonathan Kodjia de démontrer ses progrès et d'aider la Côte d'Ivoire à aller loin, elle qui s'était arrêtée au premier tour il y a 2 ans. Avec ce succès, la Côte d'Ivoire partage la tête du groupe avec le Maroc. Un autre match se disputait hier soir, Mali-Mauritanie. Il fut riche en buts, surtout d'un côté d'ailleurs, celui du Mali. Victoire 4-1 face à la néophyte Mauritanie, qui pourra se consoler avec un but inscrit, le premier donc dans son histoire avec la Coupe d'Afrique des Nations. Si le score est sévère, le gardien mythique de la Mauritanie en sélection depuis 2006 essaye de garder un peu de morale. C'était dur cette match-là aujourd'hui. C'est dommage, on a perdu 4-1. On a joué contre une grande nation comme Mali. Dommage. Il y a eu de l'émotion quand même, l'hymne national, le premier match à Mauritanie. Ouais, ça me fait plaisir de jouer première CAN pour nous. Devant le monde, l'hymne national aussi, ça fait du bien malgré les défaites. Le moral est toujours là? Ouais, toujours là. On a fait un premier match, on a perdu. Donc ça reste des matchs, on va oublier ce match-là. On se concentre pour les 2 matchs. Ça va aller. Le gardien mauritanien Souleymane Diallo, les Aigles maliens, eux, ont dominé la rencontre. Donc, première victoire en CAN depuis 6 ans. Ils profitent du match nul entre l'Angola et la Tunisie
pour prendre les commandes de la poule. La mauvaise performance vient donc de la Tunisie. Un but partout contre l'Angola. Malgré l'ouverture du score en première mi-temps, les Aigles de Carthage se sont fait rattraper à un quart d'heure de la fin. Une déception pour le Stéphanois Wadri Kazri et un mot d'ordre, vite se rattraper au prochain match. Non, on n'a pas fait un bon match, ça arrive. C'est le football, on n'a pas mis tous les ingrédients pour gagner le match. On n'a pas fait les efforts nécessaires, on les a trop laissés jouer. Du coup, on s'expose à prendre un but et c'est ce qui est arrivé ce soir. Surpris de notre match, oui, pas de leur performance à eux. On sait que voilà, c'est une équipe qui était vive et rapide et il faut que nous on se remette vite au travail et qu'on se remette vite à gagner le prochain match. Tu te retrouves à faire un match nul dès le premier match, donc voilà, faut vite qu'on se rattrape au prochain match. Et le prochain match pour se rattraper pour Kazri et ses coéquipiers, c'est justement face au Mali ce vendredi 28 juin. Et mais avant vendredi, il y a aujourd'hui 2 matchs. Cameroun-Guinée-Bissau d'abord à 19h et Ghana-Bénin. Le Ghana est un grand habitué des CAN, mais la dernière victoire remonte à 1982 déjà. Alors André Ayou veut croire que cette année est la bonne. Ça veut dire qu'on est fort, ça veut dire qu'on est constant et que mentalement on est présent. On a une très bonne génération. Ça fait peut-être 10 ans que le Ghana produit toujours de très bons joueurs. On est toujours proche. C'est dur de l'accepter parce qu'il y a plusieurs canaux, je pense qu'on aurait mérité la gagner, mais c'est le football. Nous, on continue à se battre. Il y a d'autres équipes qu'on dit favorites avant nous. Mais nous, on fait notre petit bonhomme de chemin. On a confiance en nous et on sait où on va aller. André Ayou, voilà pour ce qui est du journal de la CAN de ce mardi 25 juin. France-Maghreb 2, premier supporter des équipes maghrébines qui ont, pour le coup, sauf la Mauritanie, bien répondu présent avec une petite difficulté pour la Tunisie, un partout. Mais tout reste encore possible. Évidemment, restez bien à l'écoute de votre radio France Maghreb 2 pour suivre la Coupe d'Afrique des Nations. France Maghreb 2, France Maghreb. Et les jeunes dans les quartiers, Ali, aiment beaucoup aussi le sport et le foot. On l'a vu d'ailleurs, je sais pas s'il y a eu la CAN des quartiers à Sevran. Il y a un tournoi de foot qui est organisé ce samedi, qui est ouvert à toutes les générations. En fait, c'est un événement qui s'appelle Zigfoot, qui a lieu à Sevran, qui est ouvert. Enfin, il y a 3 tournois, un tournoi pour les filles, un tournoi pour les jeunes garçons et un tournoi pour les footballeurs. Et il y aura une personnalité spéciale de la première division du club d'Auxerre. Bon, alors on rappelle évidemment que vous êtes ici pour nous parler de ce projet que vous avez ainsi piloté, maire adjoint du développement économique et numérique de la ville de Sevran. La grande école du numérique qui est destinée, vous l'avez très bien rappelé, aux jeunes qui sont en décrochage scolaire, issus des quartiers prioritaires de Sevran. Cette école est une chance pour, bien entendu, ces jeunes, un véritable tremplin pour l'avenir, avec à la clé un diplôme, et pas n'importe quel diplôme, Ali. Absolument, c'est un diplôme en fait qui est reconnu par l'État. En fait, le partenaire, il fallait trouver un partenaire pour ce programme, un partenaire qui avait déjà l'habitude effectivement de former les élèves. Et en fait, c'est la 3W Academy qui s'est liée en fait à ce projet. La 3W Academy, qui est une école de développement web, qui chaque année forme 1000 étudiants par an. Ouais. Et en fait, on a créé un programme sur mesure pour Sevran parce qu'on pouvait pas faire la même chose qu'à Paris. Ils sont installés à Paris, à côté de Port de Clignancourt. Et en fait, on a fait un programme en 5 mois avec l'intégration d'un programme d'1 mois avant, donc pour effectivement expliquer aux jeunes comment ça se passe le numérique, comment on développe, c'est quoi les bases, c'est quoi la communication numérique, c'est quoi le développement, c'est quoi les outils en vogue, c'est quoi les débouchés. Et l'idée de tout ce programme, c'est qu'en fait, on donne la capacité à ces jeunes d'avoir des outils, mais aussi d'avoir des perspectives dans l'emploi. Comme je disais tout à l'heure, en fait, les développeurs web sont très recherchés par les entreprises. Bac+2, c'est une première étape. Il y en a qui vont continuer, qui vont aller beaucoup plus loin. On va aller. Alors attends, si je comprends bien, pardon Ali de te couper, oui. Mais en 5 mois, on fait une formation. Oui. On travaille d'arrache-pied. C'est ça. Et à l'issue de ces 5 mois, on passe un diplôme. En fait, il y a un diplôme, c'est du contrôle continu. Ouais. En fait, c'est en 3 étapes. C'est un diplôme qui est reconnu par le ministère du Travail, qui est inscrit au RNCP niveau 3. Et en fait, à l'issue de l'ensemble des examens qui passent, donc ils ont déjà un QCM d'entrée qui permet de qualifier leurs compétences, parce qu'on peut être très bon dans le numérique mais pas avoir les compétences. Et donc on essaie de cadrer un peu tout ça et de les former, de les coacher aussi, parce qu'ils ont des parrains. On essaie de leur mettre en place des parrains et puis de faire des partenariats avec des entreprises. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure, Christophe, qui sont aussi associés à ce programme. Mais ce que je veux essayer de comprendre, c'est effectivement on peut être sorti donc d'avoir décroché de manière de l'école. Oui. Par exemple, je sais pas, on s'est arrêté en 3e ou quoi au caisse. On fait cette formation et on peut avoir direct un niveau Bac+2. En fait, c'est une formation qui est certifiante. Ouais. Il y a 3 blocs. Il y a une première partie de 140 heures.
Dans cette première partie, en fait, on va faire une mise à niveau informatique sur les compétences de base qui sont requises par le diplôme. Donc ça dure un mois. Ça dure un mois et ça permet de filtrer avec toute la noblesse de ce terme les gens qui sont motivés ou pas. Les gens partent d'eux-mêmes parce que tu disais tout à l'heure, ça s'adresse effectivement aux jeunes en échec, mais ça s'adresse. On a eu aussi des personnes qui ont fait de la cuisine. On a eu un oui. Tout à fait, c'est tout. Il y a aussi de la réorientation dans cette école. On a eu par exemple un fils avec sa maman qui se sont inscrits à l'école et les deux ont été qualifiés pour la deuxième étape. Alors, est-ce que ça s'adresse uniquement aux gens de Sevran ou pas? 90% des élèves, les 3/4 sont sevranais. On a par contre 100% des élèves qui viennent du 93. D'accord. Donc pour l'heure, c'est une école qui est destinée et ouverte pour les élèves de Seine-Saint-Denis. Absolument. Pour les élèves de Seine-Saint-Denis. Alors ensuite, pour préciser le contenu, la deuxième partie, elle dure 400 heures. Donc c'est le gros module, en fait, c'est 3 mois. Les apprenants, là, ils sont intégrés, en fait, dans les promotions à Paris. Et c'est là qu'on crée la mixité sociale. Parce que la 3W Academy, elle est venue à Sevran, mais elle a aussi des promotions à Paris. Et en fait, on a pris les jeunes de Sevran, on les a amenés à Paris, justement, pour qu'ils soient mélangés avec des élèves dans un contexte parisien. Parce qu'on a beaucoup de gens, et c'est assez malheureux de le dire, il y a beaucoup de Sevranais qui ont jamais eu la chance d'être mélangés avec des élèves parisiens et de vivre d'autres contextes sociaux. Mais Ali, comment vous avez financé tout ça? Alors effectivement, l'argent c'est le nerf de la guerre. Ah bah oui, évidemment. Et au début, je suis venu avec un projet sur une page blanche, et c'est vrai que quand on a les frais de report, c'est un peu compliqué. Alors, qui finance? Déjà, le maire soutient le projet. Ça, c'était très important d'avoir le soutien du maire, de Stéphane Blanchet sur le projet. Il le soutient aussi en termes de moyens. Il a accompagné le projet. Le premier financeur du projet, ça a été l'État. On a répondu en fait à un appel d'offres, Grande École du Numérique, qui est un appel d'offres en fait qui permet de valoriser les compétences des écoles sur le contexte numérique et de donner un label. Et en fait, ce label, il donne droit en fait à un financement. Ce financement, tu dois le justifier pour former des élèves. D'accord. Et donc, on a le plus grand label sur le numérique qui est Grande École du Numérique. Donc, premier financeur, c'est l'État. Ensuite, on a eu Pôle Emploi, un financement exceptionnel de 96 000 €. Et le troisième financeur, c'est le 3W Academy et la ville de Sevran. D'accord. C'est un projet pilote? C'est un projet pilote, ouais. En fait, là, on est en train de faire du sur-mesure. Et ce qui intéresse l'État, c'est qu'en fait, il n'y a aucune formule magique à marcher dans les quartiers. On voit que le président de la République a créé un conseil de quartier, enfin un conseil des, comment il appelle ça, un espèce de conseil avec des experts sur les quartiers pour essayer de comprendre. Tu trouveras le mot mieux que moi, Christophe, avec des experts des quartiers, des journalistes, etc. Et en fait, on voit bien que, quelles que soient les politiques, de droite, de gauche ou du centre, les quartiers restent une priorité. À Sevran, tu sais combien représentent les quartiers en termes d'habitants? Combien? Il y a 33 000 habitants aujourd'hui dans les quartiers prioritaires. Ouais. Donc c'est vrai que sur une population de combien? Sevran, c'est 50 000 habitants. C'est quand même une grosse ville. Ah oui, c'est une grosse ville. Proche de l'aéroport. Et l'inconvénient de Sevran, c'est qu'on profite très peu de l'aéroport Charles de Gaulle. On profite très peu. La plus grosse entreprise, de la ville de Sevran, c'était Kodak. C'était l'esprit numérique à l'époque. Et Kodak, en fait, ce qui est marrant, c'est que dans les années 93, Kodak employait à Sevran 3000 Sevranais. Kodak n'a pas cru au numérique. Il faisait, tu sais, les pellicules à développer. Ouais. Et l'appareil numérique est sorti. Et en fait, ils ont pas cru, tout simplement, au tournant du numérique. Oui, Kodak s'est fait dépasser par la modernité, quoi. C'est exactement ça. Ça se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça se passe à Sevran. Donc, on a aussi, nous, en tant qu'élus, un objectif de redynamiser la ville avec toute cette belle histoire. En tout cas, bon, c'est vrai que faut le dire. Moi, je connais très bien Sevran. Ouais. Et ça donne pas franchement envie quand tu vas au Bodot, je te dis honnêtement. Alors aujourd'hui, c'est vrai que quand tu googlises ou tu Ah non, j'ai pas googlisé, j'y étais. Donc tu l'as fait physiquement. Non, je l'étais, physiquement. Voilà, t'arrives là-dedans, c'est un bloc, tu vois. En fait, c'est un bloc et justement, donc la politique municipale et la volonté du maire, c'est de réouvrir les quartiers sur la ville. Parce qu'en fait, à l'époque, on a eu anciennement effectivement donc des grands quartiers qui sont créés pour accueillir justement les travailleurs ouvriers. On avait Westinghouse à Sevran, donc il faut fabriquer des freins, etc. Et donc il fallait accueillir tous ces travailleurs. Donc il a fallu créer des grands blocs. Ces grands blocs, ils sont restés parce qu'à l'époque, c'était plutôt un avantage d'habiter dans une cité. C'était bien, c'était propre, etc. Il y avait plutôt des populations de travailleurs. Ça s'est dégradé à travers le temps. Et en fait, un des enjeux aussi des élus et de la ville, c'est de recréer de la mixité sociale et de réouvrir ces quartiers sur des quartiers qui sont un peu plus aisés pour créer justement une mixité sociale et des ponts comme il en existe aujourd'hui dans d'autres villes. Petite question provocatrice, Ali. Est-ce que c'est vrai que les cafés sont interdits aux femmes chez vous? Le café crème.
Ouais. Mais sinon, le café allongé, il est autorisé. Non, bien évidemment que non, le café est autorisé. Et en général, elles prennent du thé, les femmes. Donc, effectivement, à Sevran, très peu de café consommé. Non, les cafés sont pas interdits. Je fais référence à un reportage de France 2. Oui, je m'en souviens très bien. En fait, ce qui se passe, c'est que quand les journalistes... Il y avait des démentis par le Bondi Blog. Hein. Tout à fait. Par le Bondi Blog. Tout à fait. Et je pense qu'il a fait d'ailleurs un véritable travail d'investigation et terrain et qui a interrogé l'ensemble des parties. Ce qu'on voit à Sevran, c'est qu'en fait, il y a tout un tas de préjugés. Je pense tout à l'heure, avant d'arriver, j'écoutais aussi les commentaires par rapport au foot, etc. On voit qu'il y a des préjugés par rapport à une certaine communauté, par rapport à l'islam, par rapport à l'immigration générale. Il faut casser ces préjugés. Cette école, ça a été un moyen de montrer qu'en fait, le plus beau moyen de casser les préjugés, c'est de créer de l'économie, du développement économique et des ponts culturels entre les gens. Non, mais c'est une très bonne idée, Ali. Franchement, bravo pour cette initiative, parce qu'elle va permettre justement d'acquérir un métier, et pas n'importe lequel, un vrai métier dans lequel on peut gagner très bien sa vie, et en plus on peut se faire reconnaître très vite si on est très bon, si on fait preuve d'initiative. Oui. Voilà, donc c'est une très très bonne initiative que de sortir les jeunes justement des blocs et de les inciter à aller sur le marché du travail, parce qu'il faut le dire clairement. Oui. Faut pas se mentir, Ali. Aujourd'hui, vous avez ceux qui alimentent les quartiers, malheureusement, la drogue et compagnie. Tu vas aller dire à un gamin d'aller gagner au SMIC, il va te dire non, attends, t'es gentil, mais moi je gagne 10 fois plus en vendant ma merde. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Et en fait, pour aller dans ton sens, Christophe, ce qui est intéressant parce qu'il y a Pôle emploi qui est présent sur Sevran. Ouais. Tu dis mais c'est bizarre, on a Pôle emploi qui est présent sur Sevran et on a quand même des jeunes qui n'ont pas d'emploi. Donc quand tu vas les voir, tu demandes en fait à voir la liste des emplois qui sont pas pourvus. Et effectivement, il y a des emplois qui font pas rêver. Tu interroges les jeunes, il y a des jeunes qui ont pas envie de travailler dans la plonge, il y a des jeunes qui ont pas envie de travailler dans le BTP. C'est malheureusement à dire, mais il y a des métiers qui font moins rêver, où faut créer peut-être une autre histoire. Ouais, mais quand t'as besoin de pognon, faut y aller, faut aller charbonner. On est tout à fait d'accord. Il faut y aller, mais sachant qu'il y a des besoins dans l'informatique et dans le numérique. Oui, voilà. Moi, je préfère qu'ils charbonnent leur cerveau. Oui, bien sûr. Parce qu'ils ont les capacités. Et après, effectivement, il y a d'autres possibilités, comme être commercial, par exemple. Est-ce que cette idée va faire des petits un petit peu partout en France? Je l'espère. En fait, l'objectif, c'est de déployer cette école dans tous les quartiers prioritaires de France. Avez-vous été contacté par d'autres municipalités ou d'autres départements ou de la région? Oui, on a été contacté. On a des liens avec la région, on a des liens avec la ville d'Argenteuil, on a des liens avec des villes du sud de la région parisienne. D'accord. Et du sud de la France. Et il faut savoir que la 3W Academy, qui est notre partenaire, est présent dans une dizaine de villes de grandes métropoles, Lyon, Marseille, Paris, Strasbourg, et on va utiliser en fait cette présence pour développer dans les quartiers prioritaires. Parce que eux, ils sont présents en général, Christophe, dans le centre-ville, dans les quartiers plutôt, Alors il y a du boulot, parce que là on nous écoute à Marseille sur le 93.8, les quartiers nord, il y aurait du boulot à faire. Il y a du boulot, mais je te le disais, je pense qu'il y a beaucoup de Zinedine Zidane du numérique. Évidemment. On va créer des ponts avec tous ces gens. Bon, c'est formidable, dites donc, Ali. Merci en tout cas, reste avec nous. Merci à toi. Dans un instant, je vais te poser la question parce qu'il y a certainement des jeunes là ou des parents qui nous écoutent et qui se disent tiens, super idée pour mon fils, ma fille, ou le jeune dit super idée, j'ai envie d'y aller. C'est ouvert, je suppose, on peut s'inscrire. Absolument, il me contacte. Donc moi, soit sur mon adresse Facebook, Ali J.R, il tape J-I-A-R. C'est pas Gérard. Pas Gérard, Gérard, c'est un ami breton. On le salue d'ailleurs. On le salue, il est en train de faire de la planche à voile. Ouais, c'est ça. Et Ali Gérard, il me contacte ou il contacte justement votre émission et moi je les mettrai en lien avec grand plaisir avec l'école. Ali Gérard, J-R. Sur Facebook, J-I-A-R, tout simplement. Tout à fait, Ali Gérard, ou sur LinkedIn pour ceux qui ont un compte professionnel. Ah oui. Ça, j'arrive pas à m'y mettre à ce truc-là. C'est bien, ça ouvre tout un tas de c'est le plus grand réseau professionnel du monde. Ouais, ça doit être mon côté gaucho qui m'empêche d'y aller. Non, je plaisante. 01 40 33 9 évidemment. Ali est avec nous sur France Maghreb 2 pour nous parler de cette belle initiative. Ça fait combien de temps? 3 ans? C'est un projet qui a été créé en 2014. Ouais, 2014. Donc ça fait 4 ans. Plus que 3 ans. On charbonne depuis 4 ans sur le projet. D'accord. Et le projet est maintenant abouti. Le projet, l'école a été inaugurée en décembre 2018, pardon. Donc, et elle est basée à Sevran. Elle est basée à Sevran et à Paris. Et à Paris, ouais. Effectivement. À tout de suite sur France Maghreb 2 pour les dernières minutes qui nous restent à passer ensemble pour le grand forum. Soyez le bienvenu, mon cher Ali. À tout de suite. Merci. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ça s'appelle le Grand Forum. Méfiez-vous des imitations. Ici l'original tous les jours entre 16h et 18h. C'est sur France Maghreb 2, évidemment, avec votre serviteur et notre invité aujourd'hui, Ali Gérard, qui est avec nous pour nous parler de cette belle initiative, de cette école du numérique qui est basée non seulement à Sevran mais aussi à Paris
et qui met en lumière ces jeunes qui sont en décrochage scolaire, d'essayer de les récupérer justement en leur offrant une belle opportunité que de s'offrir une carrière dans pour devenir développeur par exemple dans le numérique. C'est vraiment l'enjeu de demain. Soyons clairs. Oui. Et donc une initiative qui a plutôt bien marché. Sur 45 élèves, une vingtaine sont aujourd'hui en poste. Et après, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a eu ce diplôme? Tu suis un petit peu le parcours de chacune et de chacun? Ouais, en fait, ils ont un prof, ils ont un coach, prof plutôt qui est coach, donc il les accompagne parce qu'en fait, ils ont des stages en entreprise à la fin des 4 mois, donc ils ont un stage d'1 mois. Ouais. Et l'objectif, c'est qu'ils fassent une application web. On leur dit leur CV leur CV ça doit être une application, ça doit être un site, ça doit être quelque chose de Qu'est-ce qu'il y a eu par exemple comme exemple de trucs assez originaux? Alors comme des trucs très originaux, par exemple il y a à Sevran on a un projet d'une vague de surf qui va arriver donc qui s'appelle Terre d'avenir et en fait il y a des jeunes qui se sont rapprochés justement de l'entreprise pour essayer d'imaginer le site de cette entreprise. D'accord. Voilà, donc on a des projets assez intéressants et puis on a Orange aussi qui est partenaire du projet, Microsoft qui est partenaire du projet. Et alors le truc le plus intéressant, c'est que on a répondu aussi à un appel à projet par la fondation PwC, qui est un grand cabinet américain, parce qu'on s'est dit comme ce projet a l'air de plaire, on va continuer, Christophe. Je pense que oui, bien sûr. T'aurais fait pareil. Donc on a présenté un projet justement pour avoir un financement supplémentaire, parce qu'en fait le financement ne couvre qu'une promotion. Financement qu'on a eu. Il faut penser aux autres. Et donc on a été primé premier prix de la fondation PwC devant une quarantaine de lauréats et c'était du très très lourd. On avait par exemple Électricité, l'association Électricité sans frontières qui fait de l'électricité dans les pays africains. On a des associations humanitaires, et donc on a eu le premier prix parce qu'en fait ils ont considéré qu'on était un projet à très très fort impact social et sociétal en France. Carrément. En tout cas Ali, pour celles et ceux qui sont intéressés, donc il y a un site ou pas de l'école? Oui, alors ils peuvent aller sur le site de la 3W Academy. La 3W Academy. Oui, 3W Academy. Ils tapent sur Google, ils vont arriver. Donc il y a même des tests gratuits pour justement que chacun puisse évaluer son niveau et les contacter ou me contacter sur mon adresse Facebook, LinkedIn ou Twitter, puisque tu m'as tweeté tout à l'heure, Axel. Absolument. Ali Jiar, donc J-I-A-R pour aller le rejoindre sur Facebook, sur Twitter. Et sur LinkedIn et bien entendu sur le site donc 3W Academy pour aller vous renseigner. Et pourquoi pas, tiens, est-ce que c'est en majorité des garçons ou c'est mixte? Alors on a eu un challenge, on s'est dit on va faire 50% de garçons, 50% de filles. Ah ouais, mais difficile, non? C'était un peu compliqué. On a un peu entre 20 et 30% de filles. Donc, des filles qui veulent aussi devenir développeuses. Elles sont très très fortes. Je peux te dire que souvent elles nous mettent des coups d'accélération parce que tu vois au foot déjà on a beaucoup de choses à apprendre des filles, mais dans le numérique en fait qui est un métier finalement très masculin. On a beaucoup de femmes et de femmes développeuses qui commencent à être intéressées et qui font de très très belles choses et de très belles applications. Est-ce que tu as un exemple comme ça à nous donner d'un jeune ou d'une jeune qui était vraiment dans une situation précaire, décrochage scolaire, dans une situation un peu dramatique et qui aujourd'hui a un métier? Alors je vais te prendre des jeunes de manière transatlantique et on va arriver en France. Tu prends le patron de Facebook, c'est un pas très diplômé, pas très bon à l'école, il copiait sur le voisin et il a copié tellement bien qu'il a copié Facebook, il a créé le plus grand réseau social, 2 milliards d'utilisateurs actifs, c'est extraordinaire. 400 milliards de dollars de cotation boursière, ils sont plus cotés, ils pèsent beaucoup plus que Total Fina qui a des industries pétrolières physiques partout. C'est magnifique. Moi je travaille pour Microsoft, Bill Gates qui a créé une entreprise dans un garage. Personne croyait à son produit, il a eu l'intelligence de sentir le marché et puis il a rencontré des gens qui étaient passionnés ensemble avec une bande de copains. Ils ont créé le premier système d'exploitation, à l'époque c'était MS-DOS et puis après ils ont créé Windows qui aujourd'hui continue à fonctionner sur les... ça, je me rappelle. C'est très très vieux, il fallait avoir un grand clavier. 98, sorti en 98 d'ailleurs. Exactement, il fallait avoir un grand clavier pour taper. Les guitaristes ils s'en sortaient pas mal, ils arrivaient à toucher bien. Axel t'as pas connu ça? Ah non. Alors, tu te rappelles pas? Lui c'est Game Boy, non même pas. Game Boy c'était même pas. Donc écoutez, parfait. Donc quelques infos zappées avant de terminer sur France Maghreb 2. Vous savez, on aime bien parler. Qu'est-ce qui se passe encore?
Mon ordinateur ne marche plus. Ah si, c'est bon. 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone. Évidemment, alors quelques infos avant de partir et de vous retrouver demain avec une exclusivité France Maghreb 2. Je vous le rappelle, entre 16h et 18h demain, interview de Monsieur l'excellent ambassadeur de Palestine en France que l'on est parti rencontrer et que vous écouterez demain cet entretien à ne pas louper, bien sûr. Alors quelques infos zappées. Qu'est-ce que j'ai à vous... Ah bah tiens, 2 personnes cagoulées ont tiré lundi matin sur une mosquée de Ceuta, dans l'enclave espagnole située dans le nord du Maroc, sans faire de blessés. Heureusement, ont indiqué les autorités à l'AFP. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Algérie, 19 personnes sont poursuivies pour atteinte à l'emblème national. Ils encourent jusqu'à 10 ans de prison pour avoir eu le tort donc de porter le drapeau berbère. Et puis dernière petite information, tiens, Royal Air Maroc, vous connaissez cette compagnie aérienne marocaine? Eh bien sachez qu'elle est passée de la 101e à la 93e place. Le résultat d'une enquête de satisfaction a été dévoilé le 18 juin au salon du Bourget. Pour la première fois, une compagnie aérienne maghrébine atteint le top 100 cette année. Royal Air Maroc rejoint le classement, passant donc de la 101e place à la 93e place en 2019. Vous pourrez nous confirmer tout cela, vous peut-être usager de la Royal Air Maroc qui a été donc récompensée pour le coup. Compagnie marocaine. Tu la prends des fois, Ali? Oui. Ouais, ça m'arrive, ouais. Et tu comprends ce... En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils offrent un bon repas. Ah ouais? Ouais, avec un bon jus. Ah bon bon jus. thé. Ouais. Ah ouais, bon thé, d'accord. À la marocaine. Aimable ou pas? Très aimable à la marocaine. Ah bah oui, parfait. À l'accueil. On est bien reçu, quoi. Tout à fait. Bon, bah, donc tu comprends cette remontée dans le classement. Ouais, et je pense qu'ils vont aller encore plus loin. Bon, allez la Royal Air Maroc. Bon, eh bien c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup Ali. On rappelle évidemment à toutes celles et tous ceux qui se sont sentis concernés par cette école du numérique ou qui ont peut-être dans leur entourage des jeunes qui sont en décrochage scolaire. Voilà de quoi les remettre dans le droit chemin. Cette école de numérique proposée par Ali Giard, c'est ce qu'il vous faut taper pour aller prendre contact avec lui sur Facebook ou sur Twitter ou www.academy pour le site, pour tous les renseignements nécessaires. Ça se passe du côté de Sevran mais aussi de Paris pour cette école, donc mise en place d'une formation de 5 mois. À l'issue de cette formation, un diplôme équivalent Bac plus 2, puis après vous avez juste à chercher du boulot. On vous aide aussi à chercher du boulot, je suppose. Oui, avec Pôle emploi et avec les acteurs économiques, comme je le citais tout à l'heure. PwC, ils ont donné 30 000 euros. Justement pour aider les élèves, c'est beaucoup, hein, c'est le plus gros prix de l'année, donc c'est vraiment très important. Bon super, en tout cas bravo, merci beaucoup Ali. Merci Christophe. T'es ici chez toi, tu reviens quand tu veux. C'est gentil, merci de ton accueil, c'était vraiment top. Et demain, donc l'ambassadeur de Palestine en France, notre invité entre 16h et 18h, passez une excellente soirée, évidemment, à l'écoute de France Maghreb 2, où il est exactement à Paris et comme partout ailleurs en France, d'ailleurs, 18h. C'est l'heure du rappel de l'actualité de ce mardi soir. Bonsoir, la canicule s'est installée dans les 2 tiers de la France. 12 départements de plus dans l'ouest et le sud ont été placés sous vigilance orange. Les températures vont encore grimper. Demain, de 35 à 40 degrés Celsius dans la plupart des régions à Paris et dans la petite couronne en raison de la pollution à l'ozone. La préfecture confirme la mise en place de la circulation différenciée. Demain, seuls les véhicules munis d'une vignette critères 0, 1 et 2 seront autorisés à rouler à l'intérieur du périmètre délimité par l'autoroute A86. Le report pour cause de canicule des épreuves du brevet des collèges concerne près de 700 000 élèves de 3e et en cas de raison familiale justifiée, les enfants pourront éviter de plancher lundi et mardi prochain et passer à la place la session de septembre, annonce faite ce matin par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Il n'y aura bientôt plus d'épreuves pour intégrer Sciences Po Paris dans la réforme de la procédure d'entrée en première année qui vient d'être annoncée, réforme qui prendra effet en septembre 2021 pour la première promotion issue d'une autre réforme, celle du bac. Sciences Po Paris annonce la suppression de son concours d'entrée et s'engage à renforcer ses conventions avec les lycées relevant de l'éducation prioritaire. Notre volonté, assure le directeur Frédéric Millon, est de parvenir à un système plus lisible, plus efficace et plus équitable pour assurer une meilleure diversité des profils. Le nom du nouveau Premier ministre britannique sera dévoilé le 23 juillet, annonce faite aujourd'hui outre-Manche par le Parti conservateur, dont les quelques 160 000 adhérents sont appelés jusqu'à la veille, jusqu'au 22 juillet, à voter par correspondance pour trancher entre les 2 finalistes, l'ancien maire de Londres Boris Johnson et l'actuel ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt. Enfin, d'après le dernier classement du magazine britannique Restaurant, la meilleure table du monde est en France. Le Mirazur à Menton dans les Alpes-Maritimes du chef Mauro Colagreco occupe la première place du World's 50 Best Restaurant. C'est la fin de ce flash. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.
France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2.